Bonjour à tous et bienvenue donc à ce débat. Nous allons être avec Marc Chenet, auteur de ce livre « La crise permanente, l'oligarchie financière et l'échec de la démocratie ». Marc Chenet est professeur à l'université de Zurich, où il dirige le département banque et finances. Et donc c'est un livre dont il va nous parler tout de suite. Et puis Jean Ziegler, que vous connaissez certainement, ancien conseiller national, ancien rapporteur de l'ONU sur la faim dans le monde, et auteur de ce livre « Le capitalisme expliqué à ma petite fille », en espérant qu'elle en verra la fin. Voilà, donc il va effectivement nous présenter. Nous devions aussi avoir Michel Court-Dessus, qui est l'ancien directeur du Fonds monétaire international, qui malheureusement n'est pas là, si bien que nous risquons d'avoir un débat qui penche un peu dans une certaine direction. Je suis journaliste et donc je ferai un peu l'avocat du diable, reflétant des opinions qui ne sont pas nécessairement les miennes, je tiens à le préciser. Voilà. Je vais donc commencer par vous demander à chacun de brièvement présenter votre livre, en commençant avec vous, Marc Chenet. C'est un livre très documenté, avec beaucoup d'exemples et de chiffres. Mais c'est un livre qui veut, au fond, nous démontrer que la finance, elle a perdu les pédales. C'est bien ça. C'est la finance casino, vous appelez ça. C'est la finance casino qui a pris le pouvoir depuis 20-30 ans. Il s'agit d'un casino. Des paris sont effectués à grande échelle sur des faillites d'entreprises ou de pays. Et c'est un casino tout à fait particulier, car les mises proviennent souvent du contribuable. C'est-à-dire que si les choses tournent bien, les gains sont gardés dans la sphère, sont conservés dans la sphère financière. Si ça tourne mal, en particulier pour les institutions dites systémiques, too big to fail, le contribuable va payer les factures. Donc c'est un dérapage qui se met en place, inquiétant pour la démocratie, parce comme on peut malheureusement le constater, on peut voter à gauche ou à droite, en dernière instance, dans le domaine financier, une seule politique s'applique, celle qui correspond aux intérêts des marchés financiers. Mais comment s'est produit ce dérapage? Les lobbies sont montés en puissance peu à peu. Ils ont réussi à faire croire à de nombreux responsables politiques qu'il n'y avait qu'une seule solution. Ce qui est faux, bien sûr. Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs idées, et plusieurs types d'idées. C'était basé sur le développement des technologies qui n'existaient pas il y a 40-50 ans. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, à peu près la moitié des transactions sur action se fait à la micro-milliseconde. Le système a complètement dérapé, ça n'a aucun sens, l'économie ne fonctionne pas à la micro ou à la milliseconde. De fausses transactions sont organisées pour influencer les autres ordinateurs qui sont annulés au dernier moment. Donc c'est un système qui a vraiment dérapé et là les lobbies sont au pouvoir, ils arrivent à influencer les politiciens. Alors bien sûr il y a des solutions, heureusement on va en parler aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de décrire, une sorte de guerre financière. Alors on y viendra plus tard sur les solutions qui ne seront certainement pas tout à fait les mêmes entre vous deux. C'est là que vous divergez un petit peu. Jean Ziegler, donc le capitalisme expliqué à ma petite fille, c'est donc sous forme de dialogue avec votre petite fille qui existe réellement. Vous aviez déjà appliqué cette méthode pour un livre sur la faim dans le monde expliqué à mon fils. Comment est venue l'idée de le faire cette fois sur le capitalisme? La question, merci de l'invitation. Ça marche? Oui. Si vous parlez dedans, ça marche. Oui. Merci à vous de nous faire l'honneur d'être là. C'est dommage que Court-Dessus ne soit pas là. Ancien directeur général du FMI, il a sûrement eu peur de m'enchaîner. Voilà. Mais quelle est ta question? D'où est venue l'idée de ce livre? C'est un livre de dialogue facilement visible, plein d'anecdotes, c'est mon expérience aux Nations Unies, etc., etc. Et parce que les enfants, et notamment les adolescents, notamment ma petite fille, certainement plusieurs d'entre vous font la même expérience, posent des questions impitoyables. Juste, si vous n'êtes pas clair, si vous ne répondez pas, ça fait un bien énorme de devoir répondre à des enfants de 12, 13, 14 ans. Réellement, ça exige une précision dans la réponse, une érudition, une clarté. Donc c'est un dialogue avec ces petites sauvages que j'aime évidemment infiniment, comme ce sont câteux comme tous les grands-pères le sont. Ça, c'est pour la structure formelle. Maintenant, le capitalisme est à la fois, et deux choses, c'est à
mode de production économique, et un type d'organisation sociale qui domine la planète depuis au moins 200 ans maintenant et qui a créé un ordre du monde à la fois meurtrier et absurde. Je le dirai tout à l'heure. Et qui est habité par un paradoxe, le mode de production capitaliste qui règne sur la planète de la façon dont je dirai tout à l'heure, est habité par un paradoxe. D'une part, ce mode de production capitaliste est une vitalité, une créativité, une inventivité tout à fait exceptionnelle, beaucoup plus que n'importe lequel des modes de production qui l'ont précédé. Dans la chimie baloise, un nouveau molécule naît tous les 3 mois, à la Wall Street, un nouvel instrument financier tous les mois, etc. Ce mode de production capitaliste a provoqué, a déclenché des révolutions scientifiques, des révolutions technologiques, électroniques, a créé des richesses incroyables. Et en même temps... C'était bien alors, heureusement qu'on a eu ça. Micro. Vous voulez faire cette observation, c'est pas mal. Des millions de gens sont sortis de la misère, etc. Mais en même temps, ces richesses incroyables qui témoignent, je le répète, d'une créativité, d'une inventivité de ce mode de production capitaliste, ont été accaparées par une très mince oligarchie d'hommes, de femmes, sociétés multinationales, qui dirigent les sociétés transcontinentales privées. Je ne vais pas vous ennuyer avec les chiffres, mais je vous donne un seul exemple. Banque mondiale, l'année dernière, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, tous secteurs confondus, banque, industrie, services, etc. Les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées ont contrôlé 52,8% du produit mondial brut, c'est-à-dire de toutes les richesses, marchandises, capitaux, brevets, etc., de toutes les richesses produites en une année sur la planète. Ces sociétés transcontinentales privées échappent à toute forme de contrôle social, étatique, syndical, parlementaire. Ça a fait beaucoup de choses, je l'ai dit tout à l'heure, mais obéissent, sont beaucoup plus puissants que pratiquement tous les États du monde. Et là, je rejoins évidemment mon ami Marc Chenet, la démocratie que nous vivons est une démocratie simulative, on vote, et c'est l'oligarchie qui décide. Bon, bref, mais ça change de termine tout de suite. Oui, d'accord. Ces sociétés transcontinentales privées ont une seule stratégie, c'est la maximalisation du profit dans le temps le plus court et à n'importe quel prix humain, et règne sur la planète. Ça signifie accumulation extraordinaire sur quelques archipels d'îlots de bien-être comme la Suisse, ces archipels dans une mer de misère. Tous les 5 secondes, chiffre de l'ONU, tous les 5 secondes, un enfant de 10 ans meurt de faim ou de ses suites immédiates. Et la même FAO qui donne les chiffres des victimes dit que l'agriculture mondiale telle qu'elle est aujourd'hui pourrait nourrir normalement, sans problème, 12 milliards d'êtres humains. C'est-à-dire pratiquement le double de l'humanité actuelle. Un enfant qui meurt de faim, maintenant où nous parlons, l'après-midi, est assassiné. Donc cet ordre du monde, imposé au profit de minces oligarchies par les détenteurs du capital financier privé, est meurtrier pour une grande partie de l'humanité. 2 milliards d'êtres humains n'ont pas accès régulier à l'eau potable non nocive. Tous les 4 minutes, quelqu'un perd la vue à vitamina, etc. Mais la chose est claire, là vous énumérez les défauts, mais est-ce qu'il existe un système qui pourrait éviter ça? Est-ce que ça peut exister? Est-ce qu'il existe un système économique parfait? L'autre monde que nous portons à nous, un monde plus juste, qui va naître de nos combats, eh bien, sera radicalement différent. Le système d'oppression capitaliste doit être liquidé, il ne peut pas être amélioré, réformé, humanisé. Prenons les autres systèmes d'oppression qui nous ont précédés, l'esclavagisme, 350 ans, 52 millions de personnes déportées, etc. L'esclavage comme système de production ne pouvait pas être réformé, humanisé. Il
fallait le détruire, le colonialisme. Alors, on ne pouvait pas réformer, humaniser, rendre moins cruel le colonialisme. Il fallait le liquider. La féodalité, les révolutionnaires de 1789, ils ont pris la Bastille, l'ont brûlée, ont exécuté le roi, ont ouvert la porte à la société républicaine qui a suivi. Donc le capitalisme ne peut pas être réformé, c'est un système d'oppression, il faut le détruire. Et dans ces ruines va naître une société nouvelle, comment on verra. On verra ça. C'est là sans doute, Marchenet, bien que votre diagnostic au fond soit très sévère également sur les dérapages du système, vous ne croyez pas qu'il faut le détruire? Écoutez, le capitalisme n'est pas une exception. Toutes les sociétés, tous les modes de production, toutes les civilisations qui nous ont précédés ont connu potentiellement 3 phases. Une phase de croissance, une phase de stabilisation et une phase de déclin. Je dis potentiellement parce que certains n'ont pas réussi à atteindre le déclin. La civilisation Inca, par exemple, a été détruite par les Espagnols, les colonisateurs qui arrivaient avant de connaître le déclin. Donc, au nom de quoi le capitalisme sera une exception? Il n'y a pas de raison que ça soit une exception. C'est vrai des sociétés, c'est vrai des êtres humains, c'est vrai des animaux, c'est vrai de tout type d'organisation. Donc, reste à savoir où on en est. Un fait est clair, c'est que le capitalisme est en plein déclin. Je citais les paris tout à l'heure, la finance casino. Lorsque quelqu'un va au casino, il n'investit pas. Il parie, ce n'est pas un investissement, c'est un pari, ça n'a aucun caractère productif. Autre élément, vous avez lu la presse, les rachats d'actions des grandes entreprises, ça signifie que le capitalisme est en déclin. Comment se fait? On va atteindre pour 2018 1000 milliards de dollars de rachats d'actions aux États-Unis. C'est énorme. Dans une logique capitaliste, ces sommes devraient être investies. Elles ne sont pas investies. C'est un rachat d'actions. Donc c'est une phase de déclin, il faut changer de paradigme. Le capitalisme n'est pas une exception. Il faut changer de paradigme, trouver d'autres modes de fonctionnement rapidement. Mais pourtant, à la fin de votre livre, vous proposez des réformes. Donc ça veut dire qu'il serait réformable. Des réformes du secteur financier, il faudrait réguler. Vous proposez un impôt sur les transactions financières qui pourrait rapporter beaucoup. Ça suffirait à rétablir le capitalisme ou pas? Ce sont des mesures pour lutter contre la finance casino. La finance casino a pris le pouvoir, donc s'attaquer à la finance casino, c'est s'attaquer à l'ensemble du système, au jour d'aujourd'hui. Ça n'aurait pas été le cas il y a 50 ans, c'est le cas aujourd'hui. Donc oui, des mesures, il y en a, ça c'est une dynamique qui se met en place, mais il faut agir rapidement. Bon, on a vu cet été les TUF qui s'est mis en place, en particulier en Europe. La question environnementale en est une, donc importante, il faut agir rapidement. La question financière qui nous intéresse aujourd'hui en est une autre. Donc vite reprendre, c'est-à-dire les citoyens, les choses en main, avant que le système soit vraiment incontrôlable. L'image qui me vient à l'esprit souvent, c'est une voiture, un camion chargé de produits toxiques et qui irait de plus en plus vite, dans le brouillard. Bon, voilà, c'est un peu ce à quoi on est confronté. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas une crise comme en 2008. Ça peut arriver demain, ça peut arriver après-demain, parce qu'il y a de moins en moins de régulation efficace qui permettent de tenir les choses sous contrôle. Voilà. Donc il y a des mesures qui s'attaquent directement à la finance casino. La finance casino est basée sur des transactions. Attaquons-nous aux transactions. Ce n'est pas tout à fait le capital financier, encore une fois, ce sont des mises de casino. Alors attaquons-nous aux transactions. Si on introduit un impôt ne serait-ce que de 0,1% sur toutes les transactions financières, ça va tuer ces transactions de finance casino d'emblée. Voilà. Mais vous dites pourtant qu'il faudrait taxer, parce qu'on pourrait remplacer tous les impôts existants avec 0,2%. Voilà, je n'ai aucune contradiction, je dis qu'il faut le faire. Ce n'est pas la mesure, c'est une mesure. S'attaquer, encore une fois, à cette finance casino, c'est s'attaquer au sang qui circule dans ce monstre de finance casino. Et le sang, ce sont toutes ces transactions qui sont complètement déconnectées de l'économie. Voilà, donc 0,1%, ça suffit à arrêter ces transactions à la microseconde. C'est déjà une chose. Ça les arrêterait, mais alors ça ne rapporterait rien si ça les arrête. Attention, il y a 2 buts qui sont visés là. D'une part, faire décroître, s'attaquer à ces transactions, et d'autre part, simplifier le système. Alors si ça diminue, effectivement, 0,1%, je prends un exemple, supposons que 80% des transactions disparaissent, l'étranger disparaît. Au lieu de travailler avec 0,1%, il faudrait multiplier ce seuil, ce taux par 5, 0,5%. Ça serait déjà bien inférieur à la TVA. Si vous voulez, le système fiscal est basé sur une époque, 100 ans, 150 ans, où c'était le travail, les revenus qui étaient taxés. Aujourd'hui, on a changé, les journalistes parlent beaucoup de digitalisation. Donc, au lieu de taxer le travail, taxons les transactions financières.
Alors, il y a un micro disponible. N'hésitez pas à lever le bras si vous souhaitez poser une question. Vous pouvez le faire dès maintenant si vous le voulez. Ben, allons-y. Où est le micro? Alors, madame va vous apporter le micro. Juste une petite question, Marc Chenet, pendant que le micro arrive. Comment on devient directeur du département banque et finance quand on dit tant de mal du système financier dans une grande université à Zurich, place financière? Voilà. Je vais vous répondre, mais ça restera entre nous, n'est-ce pas? Écoutez, moi je ne l'ai pas cherché pour être clair. Mes collègues se sont adressés à moi à un moment donné, il y a quelques années, en me demandant si je souhaitais prendre ces responsabilités. J'aurais dit, vous connaissez mes positions, elles ne vont pas changer si vous m'élisez directeur. Je voulais choisir. Je suis sorti, ils ont débattu, et puis moi, voilà. Mais donc je ne change pas d'opinion. Et puis si un jour ils en ont assez, ben, je démissionnerai. Il n'y a aucun souci. Moi je cherche pas ce poste. Chercher quelqu'un, je suis disponible, moyennant ces conditions. Mais bon, c'est bien. C'est à leur honneur. Oui, c'est tout à fait à leur honneur. Vous savez, on dit en économie, si vous parlez avec 2 économistes, vous aurez 3 opinions différentes, chacun son opinion. Et en Suisse, au moins, il y a un pays où les universitaires peuvent s'exprimer. C'est pas toujours le cas ailleurs. Donc, bon, bah, ils peuvent et doivent le faire. Parce que si les professeurs ne s'expriment pas, qui va s'exprimer? C'est triste si les professeurs ne le font pas. Et beaucoup se cachent dans leur bureau. Moi, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas attendre de prendre ma retraite pour parler. Madame. Oui, bonjour, Lynn Mackenzie. Vous avez bien posé beaucoup de points concernant les défauts du capitalisme, les deux. Il me semble qu'il y a un point qui n'a pas du tout été posé, c'est l'ignorance totale du travail qu'on appelle parfois le care, ou le travail non rémunéré. Et le capitalisme s'est complètement construit en ignorant totalement tout ce qui a été effectué, qui est absolument nécessaire dans la majorité par des femmes, et qui aujourd'hui nous pose vraiment des grandes interrogations, puisque ce travail continue d'être ignoré par le système, hein, et toutes nos assurances sociales et autres ont été construites en ignorant totalement ce travail de care. Donc il y a l'environnement, il y a les défauts du système financier, mais j'aimerais bien qu'on pose aussi cette ignorance par le capitalisme, donc, au travers du calcul par exemple par le PIB, l'ignorance totale de tout ce travail non rémunéré ou de care, comme on l'appelle, et donc de la question de l'égalité homme-femme. Qui veut répondre? Jean? Oui, c'est une très très bonne question. Vous avez le constat que vous faites est juste, le travail volontaire, ce formidable travail que font dans l'anonymat des dizaines et probablement des centaines de milliers de personnes chez nous, visiteurs à l'hôpital, etc., qui est admirable, évidemment est totalement éliminé du champ de vision capitaliste, du champ organisationnel capitaliste. Le capitalisme, c'est la concurrence, c'est la guerre, c'est l'écrasement du faible par le fort, c'est le riche qui se sont récompensés par le légitime parce qu'il est riche, c'est la violence, et c'est l'exact opposé de la valeur de solidarité, de réciprocité, de complémentarité qui doit organiser la vie parmi les hommes et qui était à la base de la Confédération helvétique, par exemple, la Constitution qui nous régit encore de 1888 est une question d'équilibre, de redistribution du revenu national, de solidarité, de réciprocité entre les hommes, etc. Le capitalisme a fait table rase de toutes ces valeurs fondatrices de la civilisation démocratique qui malheureusement recule en Suisse, mais enfin, qui existe dans l'article 1 des droits de l'homme des Nations Unies. Tous les écrivains sont vaniteux, aiment se citer eux-mêmes. Mais je peux le laisser. Non, c'est mieux que moi je le fais. L'article 1. Micro. L'article 1, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, de la Suisse en 2002, quand on est entré aux Nations Unies beaucoup trop tard, a dû signer, comme aussi les 193 autres États, dit, l'article 1 dit, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Et l'article 3, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Les hommes et les femmes
doivent se rencontrer dans un esprit de fraternité. C'est la contradiction radicale avec les principes fondateurs du capitalisme, exploitation, maximalisation du profit, domination les uns par les autres. C'est l'autre monde, c'est la rupture totale avec le... Mais un libéral vous parlerait de responsabilité individuelle. Ça veut rien dire responsabilité économique quand les rapports entre les hommes sont inégalitaires, sont basés sur la domination. Et ça commence très très tôt. À part Sora, qui est une merveille, j'ai un petit Théo qui, je me rappelle, quand il est revenu de l'école de Choulet la première fois, m'a dit « Ah, j'ai eu un 6 et Tristan n'a eu qu'un 5, etc. Je l'ai engueulé comme du poisson pour il n'a pas compris. Ça commence très très tôt à l'école. Ah, je suis plus doué que l'autre, j'ai dépassé, etc. Toutes ces perversions de l'esprit humain, l'inégalité institutionnalisée est légitimée par une sorte de loi objective de l'histoire, contredit radicalement ce qui est notre constitution originelle. L'homme, je ne peux pas te prendre la parole, l'homme est le seul être humain, le seul être sur Terre qui a une conscience de l'identité. Quand un chien voit un autre chien qui est battu, rien ne se passe. Si un homme, un être humain, quelle que soit son origine ethnique, sa religion, ses convictions politiques, etc., voit un enfant devant lui qui est martyrisé, battu, lié dans son humanité, quelque chose en lui s'effondre. La constitution, la conscience de l'identité est consubstantielle à l'être humain. Quand il arrive sur Terre, il est constitué par cette conscience de l'identité. La théorie néolibérale, l'idéologie néolibérale, qui est la théorie justificatrice, légitimatrice des oligarchies du capital financier globalisé, dit exactement le contraire. Il dit, l'idéologie néolibérale, il y a une seule instance régulatrice sur la planète, c'est la main invisible du marché. Et les forces du marché obéissent, non pas à la volonté des hommes, mais à des lois de la nature. Et tout ce que l'on peut faire, c'est de s'adapter à soumettre, fonctionnaliser, devenir fonctionnel par rapport à ces forces de la marché. Et cette théorie néolibérale que mon ami Bourdieu a appelée le nouvel obscurantisme, qui agit comme le sida, disait Bourdieu. D'abord, il détruit les forces militaires de résistance que l'individu, puis il tue. La théorie néolibérale a bétonné notre conscience collective. Et fait que, par exemple, les Suisses, qui ne sont pas des moutons, qui ne sont pas des imbéciles, puisque les Suisses, enfin pas tous, mais les Suisses, non, c'est probablement un des peuples certainement les plus politiquement formés, conscients de la planète. Vous prenez, et dans mon livre, je l'ai fait rapidement, vous prenez les 2 dernières années des votations populaires, secrets, normales, sans tricherie, etc. Eh bien, les Suisses ont voté en permanence contre leurs intérêts les plus librement contre leurs intérêts les plus évidents, sous le diktat des oligarchies, contre l'augmentation de la rente à l'Est, contre le salaire minimum, contre la caisse maladie qui aurait fait baisser de 30% les cotisations, contre une réduction des salaires des managers indice, contre une semaine supplémentaire de vacances, contre leurs intérêts évidents. Bon, on ne va pas refaire les non, mais disons qu'il y a une aliénation que le néolibéralisme, par Blocher imposé, a imposé à notre conscience collective, et tout ce qu'il faut faire, nous, les démocrates, nous intéressés, nous, toi, qui est payé par les travailleurs pour penser, c'est que de détruire cette conscience aliénée, faire renaître la conscience de l'identité, et alors nous arrivons à une société qui valorise et qui prend comme boussole
la solidarité, la réciprocité, la complémentarité entre les individus. Marc Chenet, une réponse et puis ensuite une question. Donc, brièvement, pour rebondir sur ce concept de responsabilité individuelle que vous avez mentionné, effectivement, elle est souvent mise en avant par les grandes banques et les tenants du néolibéralisme, mais ce concept de too big to fail va à l'encontre de la responsabilité individuelle. Comment se fait-il qu'au jour d'aujourd'hui, il y a environ une trentaine d'institutions au niveau mondial, 30 banques, dont 2 en Suisse, je ne citerai aucun nom, qui sont too big to fail, qui sont systémiques, c'est-à-dire qu'ils sont sûrs, ils sont persuadés qu'elles ne tomberont jamais en faillite. Donc là, ça crée de mauvaises incitations, prendre des risques et le contribuable paiera la facture, et puis ça s'inscrit à l'encontre directement des principes dans lesquels ils se drapent, à savoir le libéralisme. Et puis vous mentionnez des exemples de dirigeants qui, même si leurs sociétés ont des mauvais résultats, empochent des sommes faramineuses. Je cite juste un chiffre parce qu'il m'a frappé, et puis je vous donne la parole. Les 20 directeurs de fonds spéculatifs les mieux rémunérés au monde donc, ont perçu en moyenne 1,1 milliard de dollars. Milliards, pas millions, milliards. Milliards en une année, hein, soit près de 25 000 fois le salaire moyen, et cela donc quels que soient les résultats financiers. Une question là-bas, non, c'était... Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok, mais Alors, après. Voilà, une série. D'accord. Oui. Alors, je prends la parole parce que je trouve évidemment dommage que Michel Candelas ne soit pas là, et je pense effectivement qu'il n'aimerait pas ce type de confrontation. Il faut dire qu'il y a une quinzaine d'années, je l'ai invité à Loin et l'université, il est venu à Lausanne, et puis on avait fait un panel d'étudiants qui lui posaient des questions. C'était assez rigolo parce que c'est à ce moment-là que la relative amitié que j'avais avec Regard Critique s'est totalement éteinte, parce que la gauche était furieuse et ils avaient promis de non tarter, je ne sais pas comment tarter. On a dû faire appel à deux hommes de la sécurité là, pour essayer de calmer le jeu. Il n'y a pas eu d'agression sur Candelas, mais c'était prévu. Il y avait des grandes banderoles en disant vous êtes un affameur, un criminel, etc. C'était intéressant. Et je dirais au débat qu'on a maintenant avec M. Ziegler et M. Chenet, c'est la position, je pense, qu'aurait défendu Candelas, en tout cas il l'avait fait sur le moment, c'est qu'il disait vous ne pouvez pas savoir le nombre de catastrophes que j'ai évitées grâce à ma relation intime avec tous ces grands messieurs. Donc sa position, une position de catholique pratiquant d'ailleurs, d'homme de droite, en tout cas de tradition, c'était de dire à l'intérieur d'un système pervers, si j'y suis, je peux éviter des choses dont personne ne connaîtra jamais l'existence parce que je les ai empêchées à la source. Et il avait donné un exemple précis au Congo avec Kabila, ou je ne sais pas lequel c'était qui était là, donc ça touche aussi le travail de M. Ziegler. Et j'avoue que d'une certaine manière, ça m'avait interloqué. Une position d'entrisme, peut-être, mais aussi une position paternaliste. On est des copains, ils n'oseront pas faire des choses si je suis avec eux, et ça justifiait sa vie. Il a d'ailleurs, à ce moment-là, c'était 6 mois après la fin de son mandat de secrétaire du FMI, il avait écrit un bouquin avec d'autres catholiques français qui s'appelle « Notre foi en ce siècle », décrivant leur foi catholique, mais aussi le fait qu'ils avaient confiance dans le système. Alors je trouvais important de dire ça, de voir comment vous réagissez à cette idée « on empêche les catastrophes quand on est dedans ». Et vous qui êtes dehors, vous ne faites que de crier, en gros. Merci de te représenter cette position que nous n'avons pas aujourd'hui. Peut-être Marc Chenet là-dessus. Je ne suis pas dehors, je suis dedans. Je suis dans l'attente, je suis à l'université, je ne suis pas dehors. Je suis dedans, mais justement, c'est en étant dedans que je parle. Parce que je ne suis pas professeur de philosophie ou d'histoire. D'ailleurs, j'ai le plus grand respect pour mes collègues. Je suis professeur de finance. Mais en tant qu'il n'y ait pas de malentendu, en tant que professeur de finance, je ne suis pas porte-parole UBS du Crédit Suisse. Voilà. Donc je suis censé m'exprimer de manière objective, analyser ce qui est positif, ce qui est négatif, et de fournir, au-delà de l'analyse, d'éventuelles solutions. Moi, je ne me sens pas du tout dehors, je me sens dedans, pour être clair. Alors, il y a plusieurs mains qui s'étaient déjà levées auparavant. Il y avait monsieur là-bas. Oui. Merci beaucoup. J'aimerais m'adresser à Jean Ziegler. Eh bien, effectivement, le capitalisme, aussi mauvais qu'il soit, durant le siècle, il y a eu des expériences pour s'en débarrasser. Et il y avait une belle blague donc, qui disait que la définition du capitalisme c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le communisme, c'était le contraire. Bon, il faut savoir que dès que l'URSS a été construite, je crois que 2-3 ans après,
il y avait déjà des règles de privilège pour les hauts membres du parti. Donc, bon, alors c'est sûr qu'il y a plein de dérives. En même temps, notre pays, la Suisse, connaît aussi quand même, je veux dire, l'impôt, il sert déjà à redistribuer. Après, les dépenses sociales de nos cantons, de notre confédération, représentent une bonne partie du budget, bien plus que l'armée d'ailleurs, et la police. Et puis, il y a l'exemple des pays scandinaves, qui sont, on peut dire, c'est une sorte de social-démocratie qui a l'air de bien marcher et tout le monde retrouve son compte. Alors, c'est peut-être pas l'exemple qu'on devrait viser plutôt que de dire il faut tout détruire, parce que Jean Sigler, je ne sais pas ce que vous feriez avec ce que vous recevez des éditeurs, votre maison, vous en feriez quoi? Vous la donneriez au peuple, aux animaux, enfin j'en sais rien, puisque le village où vous habitez, il y a aussi quelques vaches. Non mais sérieusement, il faut être pratique. Arrivons à la question. Non, mais c'est ça. Et puis aussi, non mais il faut bien comprendre que depuis toujours, l'argent, ça fait des milliers d'années qu'il existe, c'est un moyen d'échange. Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé autre chose, à moins que vous aviez de la science infuse. Voilà. Donc comment vous voulez réformer? Quel est votre véritable projet? Alors, les banques, c'est bien, on les détruit, et après, il y a quand même surtout l'argent de départ. Par contre, on remplace le capitalisme, ça c'est le Jean Sigler dans votre livre, vous dites vous-même, vous y croyez que ça va venir bientôt, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'on mettra à la place. C'est ce que vous écrivez vous-même. Est-ce qu'on peut vivre avec cet espoir-là qu'on remplacera par quelque chose sans savoir du tout quoi? C'est le problème de l'existence humaine, c'est la condition humaine. Nous savons dans notre conscience, la seule chose que nous savons, c'est ce que nous ne voulons pas. Je ne veux pas vivre sur une terre où tous les 5 secondes, terre qui déborde de richesse et tous les 5 secondes, un enfant meurt de faim. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas être bénéficiaire d'une vie, de tout à fait raison, magnifique, vraiment. Je suis heureux de famille. J'ai toujours mangé, les cellules cérébrales se sont développées, etc. Les banques ont essayé de m'écraser par 9 procès, ils n'ont pas réussi. J'ai des grands éditeurs, etc. Privilège incroyable. D'accord. Personnellement. En général, la Suisse, des privilèges multiples. Peuple privilégié. Il y a la misère pour 420 000 personnes, selon Caritas, mais privilège, ça je le reconnais totalement, qui m'engage à lutter pour ceux qui meurent dans la nuit sans pouvoir se défendre. Sans pouvoir se défendre. Saint-Exupéry a dit il n'y a pas de mesure commune entre la lutte libre et l'écrasement dans la nuit. Les 3/4 de l'humanité se fait écraser dans la nuit. La liberté n'existe pas pour 3/4 des personnes de cette humanité qui n'a qu'une hantise. Comment vivre jusqu'au lendemain? Comment pouvoir nourrir mes enfants? Comment survivre? Liberté, nous l'avons, c'est un luxe plus léger quand même, minoritaire sur cette planète. Il faut donc lutter. Alors, vous avez évoqué là les expériences dites communistes. Je les recuse totalement. Ça n'a rien à voir avec le monde nouveau que nous allons créer dans les ruines du capitalisme détruit. Mais qui gouvernera ce monde nouveau? Il faut lire mon livre quand même. Mais je n'ai pas la réponse. Il ne doit pas être dans la réponse. S'il y a un intellectuel qui je vais vous montrer l'horizon du monde nouveau, celui-là, il faut le chantrer, c'est nul. La seule chose que nous ayons, c'est les leçons de l'histoire. Les leçons de l'histoire. Il y a 2 problèmes. Un qui est appelé, qui a été analysé magnifiquement dans la critique de la raison politique par Sartre, c'est le problème de l'incarnation. Mystérieusement. À quel moment le désir du tout autre, le désir de justice, du bonheur pour tous, des richesses partagées, de la liberté partagée pour tous les 7,3 milliards d'êtres humains que nous sommes sur la planète, va-t-il se transformer, s'incarner dans une force matérielle? À quel moment va une idée, une utopie, un désir collectif profond, qui est clairement formulé, va-t-il s'incarner, se transformer en une force matérielle? Ça, c'est pas quand ni comment,
mais ça s'est passé dans le passé régulièrement. 14 juillet 1789, les ouvriers artisans du Faubourg Saint-Martin, Saint-Antoine, à Paris, marchent sur la Bastille, détruisent la Bastille, la prison du roi, tuent un peu le gouverneur, libèrent les prisonniers du roi, leur copain, nourri d'une conscience qui a été alimentée par Rousseau, par Diderot, par Voltaire, par la critique radicale des encyclopédistes du système féodal monarchique. Cette conscience ils portaient en eux, l'incarnation, c'était le moment où la Bastille est prise et où la monarchie s'effondre, le roi ensuite. Et ça n'a pas forcément amené que des bonnes choses, cette révolution, non plus, on pourrait dire. Attends, laisse-moi parler. Un peu, non, un peu. Non, c'est des choses importantes, des questions que vous posez, c'est important. L'incarnation, elle va avoir lieu. Mais à ta question, on ne peut pas savoir quand. Mais comment se fait-il, Et ensuite, on ne sait pas ce que la liberté libérée dans l'homme va faire si le 14 juillet, au bord de la Seine, il avait un journaliste de 24 heures. Ça existe encore pendant quelques mois même. Avec Micro. lui, un des insurgés par le Vestoldi, citoyen Dupont. Maintenant, expliquez-moi quel est le texte de la Constitution de la Première République française, le texte de la Déclaration du Champ de Mars, séparation Église et État. On voit bien que c'est absurde. La République, la Constitution, vient 4 ans après, est le produit d'un processus révolutionnaire qui s'est mis en marche, alimenté, dirigé par la liberté libérée des hommes et des femmes. Donc là aussi il y a un mystère, l'incarnation est un mystère, là aussi il y a un mystère, on ne peut pas anticiper quel seront le nouveau contrat social, les nouvelles institutions de cette société libérée, plus heureuse, plus juste à venir. On ne peut pas le savoir, mais elle se fera. Mais l'histoire nous le dit. Mais Marc Chenet, j'aimerais bien vous entendre à ce sujet. Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'autres modèles en économie Pourquoi est-ce que le Forum social, qui combat le libéralisme depuis 20 ans, ne trouve pas de proposition crédible pour un autre système? Mais est-ce que ce n'est pas cette difficulté-là qui fait que le capitalisme peut continuer? C'est un problème auquel on est confronté en amont au niveau de l'éducation. La théorie économique s'intéresse beaucoup à la concurrence, mais elle ne se l'applique pas à elle-même. C'est-à-dire que l'école de Chicago dispose d'un monopole. C'est une dictature de la pensée. Donc, explicitement ou implicitement, les étudiants en Europe, enfin partout dans le monde, maintenant quasiment, apprennent une seule théorie. Ils apprennent que le toujours plus est synonyme de toujours mieux. Alors, c'est vrai pour un certain nombre de milliards d'individus qui disposent de moins environ 1,5 milliard de moins de dollars par jour. Là, effectivement, ils ont besoin de plus. Mais d'autres concepts devraient être enseignés, ce qui est suffisant pour vivre de manière correcte et décente. Non, là, ils apprennent ils le présentent d'ailleurs comme une loi fondamentale de l'économie, comme en physique, la loi de la pesanteur. Mais ce n'est pas une loi fondamentale, ça peut être vrai pour certains et faux pour d'autres. Quelqu'un qui perçoit des milliards alors que l'entreprise, la banque en l'occurrence, dont il est responsable, génère des pertes, qu'est-ce que ça veut dire de percevoir encore plus? C'est une bulimie malsaine pour l'ensemble de la société. Donc il faut changer au niveau de l'éducation, en amont déjà, les manières d'enseigner. Bien sûr, il y a l'école de Chicago, il faut la présenter, mais il y a d'autres écoles, dans le passé. Et puis il faut quoi alors? Et puis il faut peut-être en créer une nouvelle, parce que chaque école correspond à une époque. Donc aujourd'hui, on est confronté à une époque que Keynes n'a pas connue, que Marx n'a pas connu, que les libéraux n'ont pas connu, caractérisé encore une fois par la prise du pouvoir par un certain nombre d'institutions. Je donne un exemple, une étude récente de l'ETH, de l'école polytechnique à Zurich. Ils ont étudié les sociétés les plus puissantes. Et sur les 50 sociétés les plus puissantes au niveau mondial, puissantes en termes de capitalisation boursière, en termes de réseau, 49 sur 50 étaient des institutions financières. Ça, c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire. Voilà. Il faut en tenir compte. Et il n'y a pas d'économistes qui disent c'est dangereux.
Il y en a, mais disons qu'ils sont plutôt marginalisés. Bon, monsieur. Je crois qu'il y avait une question ici. Oui, alors, parce que moi je reviens aux mains qui se sont levées déjà avant. Donc madame ici, tout à droite devant. À gauche, bon. Bonjour, Dominique Dubourg. Dans le micro. Bonjour. Pas si fort. C'est tout l'enjeu de ce que l'avenir nous réserve, hein, la dialectique du mouvement. Vous me direz si j'ai pas bien retenu, mais là actuellement, j'ai entendu qu'un levier d'action pourrait être la taxation sur les transactions. Dans un contexte de démocratie simulative. Donc on a ce contexte-là, avec pour acteurs des votants, mais un monopole tenu par des oligarques. Dans un contexte encore un peu plus éloigné, on entend que on n'a pas la réponse, qu'il faut attendre. Non, il faut marcher, pas attendre. Parce qu'on a un titre qui est « Ce que l'avenir nous réserve ». Là, concrètement, on est tous dans cette tente. Donc, on a tous une mission potentielle pour tenter de changer. Et jusqu'à maintenant, je ne suis pas bien arrivée à saisir comment changer. Alors, peut-être Jean. Oui, d'abord il ne faut pas attendre ce que l'avenir nous réserve, ça c'est du vaudois, ça, il faut attendre. Se mettre en marche, les pauvres ne peuvent pas attendre. Il y en a plusieurs dans la salle. Ne peuvent pas attendre. Le temps, c'est la vie humaine. Donc, il y a, je suis totalement d'accord avec les analyses du grand professeur à ma droite. Évidemment, il y a des choses que l'arrêt sont commande immédiatement. Je reviens au système bancaire. Le produit national, le PNB suisse, le produit national brut de la Suisse, est 550 milliards de francs. Énorme. On a un pays riche, puissant, travailleur, inventif, etc. Les deux grandes banques qui dominent l'économie de ce pays, une grande partie du monde, ont une puissance qui est 3 fois plus, ou qui est 4 fois plus, le Crédit Suisse 3 fois plus, l'UBS 4 fois plus que le produit intérieur brut. L'UBS contrôle un bilan de 2 milliards. 2000 milliards. 2 milliards et 1,8 pour le Crédit Suisse. Donc, c'est mortellement dangereux pour notre pays. C'est mortellement dangereux pour notre pays quand deux banques disposent d'un tel incroyable pouvoir. Mais alors, vous proposez de faire quoi? Attends, nationaliser ces banques demain matin, c'est évident. Est-ce que tout à l'heure, 2008, octobre 2008, quand Osper et les autres truands sont montés dans l'université, sont venus à Berne et ont demandé au Conseil fédéral de les sauver, l'UBS était sauvé avec 61 milliards, fonds 61 milliards de francs par les États-Unis. Sans passer par le Parlement d'ailleurs, paf, sont venus en 2008, eh bien, ils auraient pu ruiner l'économie suisse. Totalement, si l'UBS était dans une position de chantage absolu, si le Conseil fédéral avait dit non, vous êtes un sujet, un acteur privé, vous avez fait des truanderies aux États-Unis, vous avez joué au casino, etc. Maintenant, c'est votre affaire. Et l'UBS aurait fait faillite. Ça aurait été la totale catastrophe, vu tous les crédits hypothécaires, industriels, etc., qu'a l'UBS, pour la Suisse et le peuple suisse. Donc ces deux grandes banques sont dans une position de maître chanteur permanent qui s'utilise au Parlement d'ailleurs à chaque session. Donc nationaliser. Donc il faut nationaliser les banques. Vous dites qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement. Évidemment, il faut nationaliser ces banques
Merci. Maintenant, il dit que ça ne marcherait pas. Les CFF appartiennent à 100% à la Confédération. Ça marche, l'ISCOM marche, c'est pourquoi une entreprise nationalisée serait tout à coup nationalisée inopérante. Non. Mais il faut le faire. Et pour ça, il faut interdire, il faut changer le Parlement, interdire que les députés, hommes et femmes, soient cooptés dans les conseils d'administration des grandes banques et votent contre l'intérêt populaire et pour les banques à chaque fois qu'il y a une votation sur la loi bancaire au Conseil national, au Conseil des États. Mais c'est des réformes évidentes, immédiates. Il ne faut pas dire qu'il faut chercher. Ça, en tout cas, il faut le faire immédiatement. Je voulais allonger la liste, mais les camarades dirigeants me laissaient. Brièvement sur la taille des banques, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le bilan effectivement est une mesure, mais qu'il y a une autre mesure qui est cachée, c'est le hors-bilan. Le hors-bilan, c'est tout ce qui n'est pas dans le bilan, par définition, et le hors-bilan des grandes banques, tant en Suisse qu'à l'étranger, est énorme. Alors, les journalistes en parlent très peu, c'est complexe, c'est opaque, il y a tous ces produits structurés, dérivés, qui sont dans leur bilan. Mais juste pour vous donner une idée, parce que déjà le rapport entre le bilan et le PIB suisse est surprenant, mais leur bilan, c'est 10 fois, 20 fois, 30 fois le bilan. Il faut savoir. Donc c'est encore plus disproportionné qu'on ne le pense. Alors, essayer de résoudre ce problème, c'est déjà s'assurer que des institutions qui sont systémiques ne le soient plus. Comment se fait-il que, encore une fois, 30 institutions au niveau mondial soient sûres de jamais en tomber en faillite? Il faut que, comme les autres institutions, comme les autres entreprises, qu'elles tombent en faillite si elles prennent de mauvaises décisions. Donc voilà, c'est une mesure toute simple. Réduire la taille des banques qui sont effectivement, pour la Suisse, des deux grandes banques. Je ne parle pas toutes les banques, des deux grandes banques qui sont disproportionnées, complètement disproportionnées et inquiétantes. En fait, elles disposent d'une assurance gratuite. Vous avez une voiture, vous payez une assurance. Là, elles ont une assurance gratuite et c'est nous qui payons, nous, contribuables. Il faut le savoir, sans qu'on nous ait demandé notre avis. C'est vrai en Suisse, c'est vrai à l'étranger. Est-ce qu'on est d'accord? Moi, je ne suis pas comme ça. Alors, il y a plusieurs questions encore. Monsieur Glava a le micro, puis après, il y avait par ici, mais je suis désolé, je crains que tout le monde n'y arrivera pas, mais allez-y, monsieur. Bonjour, messieurs. En fait, ce que vous décrivez, semble-t-il, c'est plutôt une faillite de la démocratie que du système libéral. Puisque moi, qui suis français, quand vous parlez de nationaliser, ça me laisse un petit peu rêveur. Vous parlez des CFF, moi je vous répondrai à la SNCF. Le bilan des banques et le hors-bilan bancaire disproportionné, il faudrait aussi relier ça à la problématique de l'épargne mondiale et de comment on est arrivé à devoir créer des produits structurés qui se retrouvent dans les hors-bilans des banques, etc., etc., parce que l'épargne mondiale ne trouve plus où se rémunérer, donc l'épargne des gens qui travaillent, parce que les États qui sont plus ou moins démocratiques n'ont pas joué les règles du jeu initiées au départ par le libéralisme. Et si vous avez parlé de l'école de Chicago, il n'y a pas si longtemps, en première année d'économie en France, et vous qui avez été enseignant à HEC, vous le savez, le premier auteur économique qu'on étudiait, c'était Karl Marx. Pas HEC. Bah non, ça, pas HEC évidemment, mais je pense que vous savez un peu ce qui se passe dans le Landerneau économie français. Voilà, et Jean Tirole le pointe très bien sur la faillite de l'enseignement de l'économie, en tout cas en France. Et vous, monsieur Ziegler, quand vous dites qu'un enfant meurt toutes les 5 secondes, je ne suis pas persuadé qu'un enfant meurt toutes les 5 secondes en Suisse, en France, en Allemagne ou en Angleterre, ou aux États-Unis, qui sont quand même des pays qui, pour le coup, sont plutôt libéraux. Donc, la question, s'il vous plaît. Oui, donc, est-ce que ce que vous décrivez, c'est pas finalement une remise en cause de la structure organisationnelle qui est donc la démocratie, puisque finalement, c'est la fondation institutionnelle sur laquelle repose le modèle économique qui doit être revu, et pas, de ce fait, le modèle économique en tant que tel. Est-ce que la démocratie va être en mesure de mettre fin au capitalisme, au fond, Jean Ziegler? Écoutez, le Che Guevara a dit les murs. Ah oui. Vous citez le Che Guevara a dit les murs les plus puissantes tombent par des fissures. Les murs les plus puissants tombent par des fissures. Et Marx a dit le révolutionnaire doit être capable d'entendre pousser l'herbe.
d'entendre tout ça. Des choses extraordinaires se passent sur cette planète. Un nouveau sujet historique est en train de naître, la société civile planétaire, qui se rencontre tous les ans en été au Forum social mondial, qui est fait de myriades de tailles tout à fait différentes, de mouvements sociaux, la Via Campesina, qui réunit 121 millions de petits paysans métayers, journaliers agricoles, du Honduras jusqu'aux Philippines, le mouvement TATAC qui lutte contre, qui veut instaurer la taxe Tobin contre le capital spéculatif, Greenpeace, Amnesty pour les droits de l'homme, un formidable mouvement de femmes pour mettre fin enfin à la discrimination sexuelle, etc. C'est lever de ces mouvements qui luttent sur des fronts tout à fait différents, toujours contre le même système d'oppression. Le capitalisme fait des progrès formidables au niveau de la conscience et au niveau des résultats du rapport social effectif. Et progresse formidablement, et porteur de cet espoir que nous portons en nous. Ça, c'est absolument certain que ce n'est pas l'État national qui est invalidé, totalement dominé. La première chose que Mme Merkel ou Macron ou Trump font le matin quand ils vont au bureau, Trump, paraît-il, c'est à 2 h de l'après-midi, c'est qu'ils regardent les cours de la bourse de la veille. Pour la bourse de la veille, pour savoir quel est l'espace millimétrique qu'eux-mêmes ont pour leur politique d'investissement fiscal, etc. Donc les maîtres du monde, c'est vraiment les oligarchies du capital financier globalisé, et 1000 indices peuvent vous le prouver. Mais nous, la société civile, nous sommes porteurs de cet espoir. Alors chacun là où il est, chacun là où il est, pour peu de temps d'ailleurs, on dit peu de temps malheureusement. Alors, on doit s'engager l'intellectuel en créant la raison analytique, le syndicaliste en organisant la résistance sectorielle, la femme luttant pour enfin l'égalité des droits, etc., etc. Mais là, il faut se mettre en route. Et cette route, dernière citation, Jean Jaurès, je cite que les socialistes, c'est mieux. Jean Jaurès a dit « La route est bordée de cadavres, mais elle mène à la justice ». On arrive presque au bout. Marc Chenet, petite réponse, et puis je me permettrai de poser une dernière question qui me paraît essentielle. Oui, très rapidement pour répondre, monsieur, je crois qu'il y a un malentendu. Il suffit de lire, de se donner la peine de lire les œuvres de base du libéralisme, von Mises, le libéralisme, pour comprendre que la société actuelle se drape dans ses habits, mais ne l'est pas. Encore une fois, je reprends les exemples. 30 sociétés au niveau mondial sont sûres de jamais tomber en fait. Ce n'est pas du libéralisme. Monsieur Brian Gould, ancien directeur du Crédit Suisse, qui perçoit 20 millions de francs suisses par an, le cours de l'action perd 70% en 8 ans et qui disparaît après, quelque part dans le monde, ce n'est pas du libéralisme. Les choses soient claires. Donc c'est autre chose, ça c'est de l'escroquerie en l'occurrence. Ce n'est pas du libéralisme, les choses soient claires. Alors désolé pour toutes les personnes qui lèvent la main, parce que là il reste 3 minutes. Il faut, alors voilà, on va redire de lire les livres à la fin. Il y a une chose que je trouve peu présente dans vos livres, elle l'est un petit peu dans le vôtre, Jean Ziegler, elle ne l'est pas dans le vôtre, mais je comprends que ce n'est pas le propos. Mais au fond, est-ce que ce qui mettra fin au capitalisme, ce n'est pas la crise écologique, avec l'épuisement des ressources, avec l'épuisement des océans, des terres, le réchauffement climatique? Est-ce que ça ne va pas forcément amener la crise du capitalisme? Ça risque de faire tout disparaître. Pour être clair, malheureusement, le capitalisme est nous avec, donc il faut faire attention. Parce que, je veux dire, une augmentation de la température de 4 ou 5 degrés à la fin du siècle, ça c'est le scénario actuel, le scénario Trump. Ça veut dire, ça risque de vouloir dire la fin de la civilisation, pour être clair. C'est pas plus 0,5 degrés, 4,5 c'est énorme. Il faut en être conscient, c'est dangereux. Jean? Les oligarchies, nous avons parlé des hommes, ce que le capital financier fait aux hommes, aux sociétés, à la destruction de la démocratie. Mais évidemment, une autre victime, c'est la planète. C'est la planète alors. Mais est-ce que c'est pas la plus grave finalement? La plus grave. Empoisonné ou pas menacé par un djihadiste, l'insécurité, c'est la même chose. Mais non, le capitalisme est meurtrier, mortellement dangereux. Pour les humains, il est mortellement dangereux pour la planète. Il est mortel. L'exemple qu'a donné Marc est tout à fait
Et tout à fait juste, je donne dans mon livre un certain nombre d'exemples récents. Alors, on n'a pas le temps de... Non, pas le glyphosate, le pesticide le plus utilisé en Europe. 14 000 tonnes déversées sur les champs arables français l'année dernière. 1 million de personnes ont signé une pétition, glyphosate médicalement et cancérigène. À Bruxelles, les trusts de l'agrochimie ont exercé une telle puissance sur la Commission de l'Union européenne que le glyphosate est redéclaré légitime et peut être utilisé, alors qu'il est cancérigène pour nous tous. Non, mais c'est dans le livre. Non, mais j'en suis bien. La question, est-ce que c'est ça qui provoquera peut-être la fin du capitalisme? C'est là que j'aimerais vous entendre. On n'en sait pas pourquoi l'homme se lève, pourquoi il dit ça je tolère, mais ça je ne vais pas, et pas un pas de plus. C'est très mystérieux la liberté humaine. Ce que je voulais dire, que tu m'as empêché de dire. L'OMS, en octobre dernier, l'OMS a fait un rapport en octobre dernier qui dit que 62% des cancers dans les sociétés industrielles sont dus soit à l'alimentation inadéquate industrielle, soit au problème de la destruction écologique. Alors moi j'ai une question. Vous parlez de l'avenir, la séance est bientôt terminée. Est-ce que vous pourriez terminer sur une note, je dirais, optimiste et puis active, et puis nous dire quelles sont vos autres mesures, plutôt qu'en plus de taxer les transactions? Alors, une minute, Marc Chenet. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien? Écoutez, c'est paradoxal, donc ces mesures correspondent aux intérêts de 99% de la population, il y a certainement des choses à faire, mais il faut pour cela des citoyens actifs. Donc il n'y a pas une mesure, il y a de nombreuses mesures. On va parler des banques réduire leur taille, déjà, qu'il n'y ait plus de banques too big to fail, séparation des banques de dépôt et des banques d'investissement, ce qu'a fait Roosevelt. Attendez, je ne réponds pas à toutes les questions. J'essaie de répondre à madame. Donc séparation, ça a été fait par Roosevelt et ça a fonctionné entre 1933 et 1999. Monsieur Clinton a décidé, en plein accord avec le lobby financier à New York, de revenir sur cette décision. C'était une bonne décision puisqu'il y a eu beaucoup moins de crise financière entre 1933 et 1999. Réactiver la démocratie, pour ça on a besoin de citoyens qui s'engagent. Donc ça ne va pas tomber du ciel. Il faut effectivement réfléchir ensemble, ici en Suisse, promouvoir, lancer des initiatives qui aillent dans le bon sens. Ce qui est justement l'initiative Oui, va être lancée. Brièvement, donc on va lancer une initiative dans environ 2 mois, taxer toutes les transactions financières, encore une fois toutes, hein, vous allez au restaurant, chez le coiffeur, au bancomat, vous achetez des actions, tout. 100 000 milliards de francs au moins de transactions financières en Suisse, c'est 160 fois le PIB. Prenez 0,1%, vous avez 100 milliards. 100 milliards, ça couvre la TVA, on pourrait faire disparaître la TVA, 22 milliards, ça couvre l'impôt direct. Donc avec 100 milliards, on pourrait faire déjà disparaître 2 impôts, à voir pour les autres. Ça, c'est une agression directe à la finance casino, aux transactions, à la MIDI. Vous verrez bientôt un article en français, un autre en allemand, en Suisse, et on espère démarrer dans 2-3 mois, juste pour répondre aux questions. Il y a des choses à faire. Mais pour autant qu'on garde le contrôle. Pardon? Et pour autant qu'on en garde, nous, le contrôle, que le citoyen arrive à garder. Pour autant qu'on garde le contrôle. Voilà, mais c'est une initiative populaire, c'est pas une initiative d'un parti ou d'un sponsor, c'est une initiative populaire. Il faut que ça reste comme ça. Merci beaucoup. Ça. Donc nos politiques, qui eux sont influencés par les lobbies, par leur... Alors la discussion pourra continuer peut-être. Merci beaucoup pour d'être venu.